Salut, c'est Thomas Rozek. Moi qui suis un fervent lecteur de BD depuis ma prime enfance, j'ai toujours trouvé dommage que cet univers si riche peine à trouver dans le bouillonnement numérique ambiant une place qui lui permette à la fois de faire émerger de nouvelles formes, de nouveaux talents, mais aussi et surtout de faire vivre celles et ceux qui créent, les auteurs et autrices qui certes publient abondamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais n'en tirent que rarement autre chose que de la visibilité, ce qui, comme chacun sait, n'aide pas beaucoup à remplir son frigo ou à payer son loyer. Et alors qu'on se résignait presque à voir le métier se paupériser d'année en année, voilà qu'émerge une alternative qui peut-être offrira une voie de recours à une partie de la nouvelle génération. Ce projet baptisé Exemplaire, on va s'y intéresser de près avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Cette maison d'édition toute neuve, on la doit à l'autrice de BD Lisa Mandel, qui est sans surprise notre invitée. Exemplaire, ça a commencé sous la forme d'une BD, une année exemplaire, une BD prépubliée sur Instagram, puis auto-éditée via un financement participatif à succès et sortie cette année. Une réussite qui a fait prendre conscience à sa créatrice de tout un tas de choses et lui a donné l'envie de monter carrément une structure entière. Mais je vais laisser Lisa expliquer tout ça depuis le début. En fait, donc moi, j'ai été pendant 17 ans autrice de BD chez des éditeurs. Et ça faisait 17 ans que j'avais envie d'essayer une fois l'auto-édition. Sachant que j'avais auto-édité des choses quand j'étais étudiante, mais c'était resté amateur. Et j'avais envie parce que je voulais voir ce que ça faisait de suivre la conception d'un livre de A à Z. Mais la vie faisait que j'avais la chance d'être éditée, donc je n'avais pas de raison de le faire. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai quand même continué d'y penser parce que les technologies progressant, la précarisation de l'auteur s'accentuant, moi j'ai vraiment, si vous voulez, je suis arrivée dans la BD à la fin de l'âge d'or, on va dire. C'est-à-dire que moi j'étais encore payée à la page. Quand j'ai commencé, il y avait encore de la presse. Et en fait, j'ai vu tout au long de ma carrière en fait, la situation se dégrader. Et aussi les blogs arriver et la technologie évoluer. Donc vraiment, j'ai assisté à tout ça. Et en fait, sous un prétexte, en fait, avec un projet prétexte presque au départ, puisque finalement, il est devenu quand même beaucoup plus intéressant au fur et à mesure du temps, qui était de faire une année exemplaire où je me libérais de mes addictions et où je publiais une page par jour sur les réseaux sociaux. J'ai lancé ce projet d'auto-édition parce que voilà, j'étais entre deux contrats. Il y en avait un qui traînait à être signé parce que j'étais en désaccord avec certaines clauses. Du coup, j'ai commencé à me dire mince, je vais me manquer d'argent. Et hop, j'ai lancé ce financement participatif sur Ulule sur un coup de tête en fait. J'ai pas vraiment réfléchi. Et une fois que c'était fait, c'était trop tard, il fallait y aller. Il s'avère qu'en fait, le projet était quand même hyper plus ambitieux que ce que je pensais, puisque j'ai dû lâcher le contrat, que j'ai quand même fini par le signer avec l'autre maison d'édition et j'ai dû en fait annuler le contrat au bout d'un an parce que j'ai pas réussi à produire la bande dessinée parce que en fait pour la première fois de ma carrière j'ai dû briser un contrat parce que ça m'a pris trop de temps mon projet d'un exemplaire et voilà et du coup je me suis retrouvée un an plus tard avec un livre entièrement réalisé par moi-même, mais pas seule, je tiens à le dire. Ce qui, moi, m'a attiré aussi dans tout ça, c'est la conjonction entre un projet purement numérique, comme une année exemplaire, qui était donc sur Instagram, et un projet, pour le coup, pas du tout numérique, très analogique, qui est la production de livres. C'est marrant de voir les deux se rejoindre ou les deux dialoguer à travers ce projet-là des éditions exemplaires. Oui, c'est un peu la situation dans laquelle est la bande dessinée aujourd'hui, c'est-à-dire que malgré l'envolée des réseaux sociaux et des BD numériques, accessibles souvent gratuitement, le livre reste un objet quand même de prédilection pour les lecteurs, et tant mieux. Il y a aussi peut-être un élément générationnel. Moi, j'ai quand même plus de 40 ans, j'ai grandi avec des livres, et quand bien même que dans ma vingtaine, ça a commencé à émerger les blogs et tout ça, j'ai un rapport affectif au livre que je pense est partagé par une grande partie de la population.
et tant mieux pour moi. Mais même les jeunes, je pense, aiment l'objet livre, hein, l'objet BD, parce que ça reste un bel objet qui est plus agréable à feuilleter en papier que sur Internet. Je pense que c'est lié aussi aux images. C'est comme décider qu'on va plus au musée parce que, peut-être la comparaison est un peu forte, mais comme dire ah ben non, mais je veux plus aller au musée puisque je peux voir les œuvres sur Internet. Et ben, en fait, malgré tout, la BD, c'est quand même de l'image. Même si les images sont des reproductions, il y a quand même quelque chose de la vision globale de la page, de l'esthétique, de l'impression je trouve qu'on retrouve pas forcément sur Internet. Mais après, je veux bien entendre que dans 40 ans, ce sera obsolète, hein, que les gens n'achèteront plus de livres. Mais c'est vrai que je suis encore dans une génération où heureusement, il y a de plus en plus de personnes âgées en plus. Donc voilà, où les gens lisent encore des livres. Mais là, c'est pas incompatible. Par exemple, moi, tout mon contenu était gratuit. Et c'est pas pour ça que les gens n'ont pas acheté le livre finalement, puisque je continue d'en vendre pas mal. Après, la sélection à Angoulême y est pour quelque chose, mais j'ai quand même après ma sortie, j'ai continué d'avoir des gens qui l'achetaient pour l'offrir, pour l'avoir. Donc je vois bien que ça n'a pas court-circuité, même si les gens l'avaient déjà lu. Comme il est très dense, les gens sont contents de le relire, en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages au final. Hein. Un des enjeux de se lancer dans l'édition, c'est qu'il faut se transformer un peu en chef d'entreprise et endosser plein de casquettes à la fois. Qu'est-ce que vous avez découvert de ces nouvelles attributions-là avec ce nouveau projet? En fait, alors quand je me suis lancée dans l'auto-édition, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui m'ont mis en garde. Ah oui. Qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des petits smileys tristes, genre tu te lances dans l'auto-édition, petit smiley triste. Et je me suis dit, oh là là, je sens que je vais avoir droit à toutes les Cassandres de France et de Navarre qui vont me donner, mais finalement, en fait, qui ont bien raison de le faire, mais qui vont me donner leur warning. Voilà. Donc, ce que j'ai réalisé, en fait, dans l'auto-édition, c'est qu'en fait, un livre, ça se fait pas seul. Mais ça, je l'ai compris très vite. C'est-à-dire que très vite, quand j'ai eu les retours des gens, j'ai dit, ah oui, d'accord. Donc, je dois constituer une équipe pour quand mon livre va être imprimé, que je devrais l'envoyer à tout le monde, je passe pas un mois à le faire toute seule et à devenir folle. Il faut que je contacte un ami qui est éditeur, qui est imprimeur, pour m'aider à faire mon devis à l'imprimeur et aussi me donner des adresses d'imprimeurs. Et que ça a fait ça pendant toute la conception de la BD, où finalement, j'ai travaillé avec une graphiste, avec une correctrice orthographique, avec quelqu'un qui m'a aidé à faire le suivi de Fab. Ensuite j'ai monté une équipe pour pouvoir empaqueter les livres et les envoyer, parce que voilà, on m'avait dit attention, tu vas mettre il faut une semaine pour emballer 500 livres. Et moi, j'avais pas du tout pris la mesure de ça. Il se trouve que j'en avais vendu 1000 à l'époque. Donc j'ai constitué une équipe de 3-4 personnes et on a emballé ça en 2 jours, quoi. Et de manière détendue, alors que ça aurait été juste cauchemardesque. Avec la sélection Angoulême, j'ai eu plus de librairies qui m'ont contacté, parce qu'au départ, c'est vrai que j'avais proposé de la vente ferme parce que je pouvais pas gérer les retours en étant en auto-édition. C'est-à-dire que normalement, les libraires ont la possibilité, quand un livre ne se vend pas dans leur librairie, puis il est abîmé, de le renvoyer en fait à leurs frais, mais de le renvoyer à l'éditeur. Et ce qui fait qu'en général, ils se sentent plus libres d'en commander beaucoup. Moi, ça, j'ai pas proposé cette option parce qu'en fait, la gestion des retours est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps. Et puis voilà, donc j'ai découvert, ce que c'était d'avoir une gestion à faire au quotidien de problèmes que je n'avais pas en tant qu'autrice simple. Et ce serait par exemple là, la sélection Angoulême, c'est toute une affaire parce qu'il faut envoyer tous les livres à tous les jurés. Il faut, on me demande de faire des petits textes, et ça, normalement, c'est l'éditeur qui le fait. Moi, je l'aurais même pas vu. Tout ce travail-là, j'aurais même pas vu le travail que c'était. Donc, je me rends aussi compte du travail qui est fait par les autres artisans de la chaîne du livre, on va dire. Après, justement, cette expérience-là qui m'a fait dire, tiens, on fait pas un livre tout seul, ça m'a donné envie de faire une structure éditoriale, du coup, puisqu'on fait pas un livre tout seul, et de rendre cette réussite souvent individuelle, de la transformer en réussite collective. Sachant que moi, donc, j'ai quand même publié un livre, entre guillemets, mainstream, et c'était aussi mon envie d'essayer l'auto-édition avec du mainstream, parce que la plupart du temps, les auteurs confirmés qui font de l'auto-édition, c'est parce que voilà, ils ont un projet hyper radical en tête, ou bien ça peut être un peu par défaut des auteurs qui ne trouvent pas d'éditeur, du coup qui décident de s'auto-éditer. Moi, c'était pas du tout la question, mais en tout cas voilà, ça m'a donné l'idée de monter une structure éditoriale qui faciliterait le travail d'auto-édition de l'auteur, enfin qui serait vraiment à cheval entre les deux. C'est-à-dire entre l'auto-édition et l'édition classique, qui permettrait d'apporter des outils qui seraient plus proches de l'édition pour alléger la charge de l'auteur, mais en responsabilisant l'auteur sur certains points,
pour qu'ils puissent toucher aussi des droits beaucoup plus importants que ceux qui touchent actuellement. Et après, voilà, c'est un calcul qui est fait comme ça, où l'auteur est responsable de plusieurs choses, mais pas de tout, où c'est à la carte, c'est-à-dire l'auteur choisit aussi, on lui montre un camembert avec tous les coûts de chaque chose, que ce soit la maquette, le stockage chez soi ou pas, et l'auteur choisit en fait quelle option il veut, et plus il prend d'options, plus il est payé, moins il choisit d'options, moins il est payé, mais on est à des minima. Nous, dans notre simulation, si l'auteur vraiment publie et est distribué par un distributeur en librairie, donc c'est vraiment le cas de figure où on se fait le moins de pourcentage, il toucherait quand même 20%, ce qui est le double de ce que touche un auteur aujourd'hui avec un éditeur. Parce que donc aussi le concept qui est un peu différent de notre maison d'édition, c'est que chaque technicien du livre, chaque personne qui travaille sur le livre est payé par un intéressement, est payé en pourcentage. Et ce pourcentage ne s'arrête pas, enfin ce paiement ne s'arrête jamais. Donc ça peut paraître étrange, mais le correcteur orthographique qui va toucher, je sais pas, 1%, 0,5% selon le travail effectué sur le livre, il va les toucher jusqu'à ce que le livre ne soit plus imprimé dans la structure. Donc en fait, et le maquettiste, c'est la même chose, et le comptable, c'est la même chose, et la personne qui gère le site internet, c'est la même chose. Tous les gens qui vont travailler sur le livre vont être payés au pourcentage tant que le livre sera édité chez nous. Et en même temps, l'auteur cède ses droits de manière très limitée, c'est-à-dire qu'il cède ses droits pour 2 ans ou une réimpression. C'est-à-dire que si le livre se vend bien et qu'en fait, on réimprime avant, il s'engage à réimprimer une fois avec nous. Et alors, par contre, après cette réimpression, quand le livre sera vendu, là, il récupère ses billes et il peut aller vendre son livre et éditer son livre chez n'importe quel éditeur. Et on ne prend que les droits du livre papier. C'est-à-dire que l'auteur reste entièrement propriétaire de ses droits pour la presse, de ses droits. Il fait ce qu'il veut de ses pages. Simplement, c'est l'objet livre, il est obligé de le faire chez nous. Et la cession de droit est de 2 ans, ce qui est rien du tout par rapport aux cessions de droit qu'on signe actuellement, qui sont parfois de 75 ans après la mort. C'est redonner à l'auteur sa place dans la chaîne du livre, qui est une place qui doit être centrale. L'auteur, c'est lui qui fait le livre. Sans lui, il n'y a même pas de livre. Il devrait être central. Après, avoir une place centrale, ça demande aussi un sens des responsabilités, être carré et pouvoir assumer cette place-là. Mais néanmoins, c'est pas. Aujourd'hui, l'auteur, c'est quand même celui qui gagne le moins dans la chaîne du livre. Celui qui est le plus mal payé, le gars qui prend le livre de son stock et qui va l'amener chez le libraire, ce gars-là, il gagne plus que l'auteur par livre. On vit tout le temps dans la dette quand on est auteur de BD, même quand, comme moi, on fait partie un peu de la middle class de la BD qui vit décemment de son travail depuis des années. Moi, je n'empêche que je fonctionne tout le temps sur la dette. C'est-à-dire que je passe mon temps à vivre sur l'argent du livre que je n'ai pas encore fait, sur mes avances. Et donc, en fait, on est dans une espèce de dette permanente. Et ça, c'est assez... c'est assez usant au bout d'un moment, parce qu'on est tout le temps en train de courir après les projets. Moi, quand je fais mon livre, je suis déjà en train de penser au projet suivant. Du coup, je suis jamais à ce que je fais. Du coup, je suis toujours angoissée et je n'arrive pas à prendre un temps pour me dire, là, je vais réfléchir à ce que je vais faire, parce que je suis déjà embarquée dans le projet suivant par nécessité. Et là, cette année, avec ce projet-là, c'est aussi une manière d'essayer de voir les choses autrement, puisque le livre est préfinancé. Donc, l'auteur a déjà, son avance sur droit n'est pas une avance sur droit, c'est de l'argent pour lui et pour elle. Et ensuite, la prévente au quotidien rajoute de l'argent, mais c'est pas de l'avance, quoi. Il a rien à rembourser, l'auteur. J'ai l'impression que ce projet, moi, il arrive pile au moment, ou en tout cas dans un moment où on était arrivé à un point de saturation totale des auteurs qui ont tout essayé pour tenter de faire entendre leur voix, notamment auprès des éditeurs, pour que les choses changent, pour que cette situation qu'on a décrite, où l'auteur est finalement le dernier maillon de la chaîne alors qu'il est censément le premier, change, qu'on fasse évoluer tout ça. J'ai l'impression que c'est la suite directe de tout ce qu'il y a eu ces dernières années. Je pense à tous les mouvements, toutes les rencontres qu'il y a eu à Angoulême, les syndicats d'auteurs qui se sont montés. J'ai l'impression que c'en est le résultat direct, presque. Oui, en fait, le problème, si vous voulez, si c'était les éditeurs qui étaient menacés de mort, ils auraient déjà trouvé une solution alternative. Non, mais je veux dire, faut pas prendre non plus les gens pour des cons. Si c'est les auteurs qui trouvent des solutions aujourd'hui, c'est parce que c'est les auteurs qui sont en train de crever la bouche ouverte. C'est pas, désolé de le dire, mais c'est pas les éditeurs. Les libraires souffrent parce que les libraires souffrent de la crise de toute façon du livre, mais les libraires BD ne sont pas ceux qui souffrent le plus. La BD, ça continue de se vendre. Aujourd'hui, le seul qui est là à faire, c'est l'auteur. Donc c'est l'auteur qui trouve des solutions, parce que c'est aussi, oui, c'est l'auteur le créatif, généralement. Donc oui, effectivement, ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme sur la paupérisation de notre profession. Il y a eu les états généraux de la BD, il y a eu le SNAC qui a fait
qui a fait aussi des actions. Il y a eu des tas d'études. Il y a eu le rapport Racine aussi, qui est un rapport gouvernemental qui est quand même éloquent. Mais on se retrouvait, je vous assure, moi, pour l'avoir vécu, face à des murs. C'est-à-dire qu'on arrive en tant qu'auteur, moi je le répète souvent, mais on arrive en tant qu'auteur, on va dire à l'éditeur, mais 10%, c'est pas assez pour moi. Je sais que je vais pas vendre beaucoup. 8%, 10%, c'est pas assez. On a besoin d'être mieux payé. Et on a un éditeur en face qui était un mur et qui disait impossible de changer le système, sinon c'est nous qui mourrons. Sinon, on pourra plus vous éditer. On n'éditera plus d'auteurs parce qu'on n'aura plus les moyens. Mais ça, je parle des gros éditeurs. On ne peut pas changer le système. On va voir le libraire avec la même requête en disant, voilà, ouais, vous touchez 35% de remise, nous, on a 10%, on est en train de crever. Le libraire dit, mais c'est pas moi qui touche 35%, c'est la librairie. Moi, en tant que personne, je vais toucher 5%, 4%. Si tu m'enlèves 1%, je meurs, la librairie s'effondre. En face, on se dit, bon, dans ce cas-là, moi, je vais découper une porte dans le mur et je vais faire une nouvelle porte et je vais entrer dedans puisqu'il n'y a pas de porte sur aucun de vos murs. Moi, je crée une nouvelle porte ailleurs et tant pis pour vous, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est mieux de bosser tous ensemble. Mais à un moment donné, effectivement, oui, là, on peut pas donner toutes les possibilités aux auteurs de faire les choses eux-mêmes et s'attendre à ce qu'ils continuent de les rendre toujours dépendants à nous, alors que finalement, un jour, ils se réveillent, ils se disent, ah oui, mais en fait, je suis pas si dépendant de ma structure éditoriale. Qu'est-ce que ma structure éditoriale fait pour moi de plus que ce que je ferais moi-même? Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, même si j'ai des très bons rapports humains avec Casterman, chez qui je travaille depuis maintenant longtemps, où j'ai pu en avoir des très bons avec Glénat, avec Delcourt, ou avec d'autres gros éditeurs, je me suis quand même réveillée un matin en me disant, mais est-ce que ma structure éditoriale me défend aussi bien que ce que je le ferais moi-même? Et ma réponse, elle est triste à dire, mais la constatation, c'est que non. J'ai l'impression de m'être mieux défendue moi-même, d'avoir mieux défendu mon travail moi-même que quand j'étais dans une maison d'édition, quand bien même que mes avances sur droit étaient correctes, que j'étais avec des gens tout à fait décents, dans des contrats quand même honnêtes. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'on est là pour le coup, que je me suis rendu service en fait en faisant ce livre seul. Donc au final, la tentative qu'on lance là, c'est de voir si ce système peut marcher collectivement, parce que c'est un peu le grand pari. Et nous, à Exemplaire, et je tiens à le redire, il y a une place pour les éditeurs. On a déjà une éditrice qui fait partie de l'équipe et qui va monter un label chez nous. Donc, à ceux qui diraient « Ouais, vous pensez que vous n'avez pas besoin d'éditeurs et tout », je dirais pas du tout. Moi, je pense qu'un auteur a besoin, sur certains projets, voire tout le temps, d'être accompagné artistiquement, mais pas dans ces conditions-là. C'est-à-dire que nous, chez Exemplaire, l'accompagnateur, alors on va pas l'appeler l'éditeur, mais l'accompagnateur éditorial touchera un pourcentage qui ne sera pas celui de l'éditeur. En travaillant en bonne intelligence, je pense qu'il y a moyen d'avoir tous les postes qui soient présents, mais dans une autre répartition plus compatible avec notre structure. Et les éditions Exemplaires, on ne l'a pas dit, mais vous pouvez participer à leur financement jusqu'au 14 décembre prochain. Ça se passe sur la plateforme Ulule. Merci à Lisa Mandel pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.